Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une des blessures les plus communes qui soient. Son histoire, elle commence presque toujours de la même façon, un accident tout bête, une chute et une main qu'on tend pour se protéger. C'est le point de départ de la fracture du poignet. Et on va voir ensemble que derrière ce diagnostic, il y a une histoire vraiment fascinante. Le scénario est presque universel. On trébuche, on glisse, et là c'est le réflexe. Le premier réflexe, c'est de tendre la main pour essayer d'amortir le choc. Et le paradoxe, c'est que ce geste qui est censé nous protéger, eh bien c'est justement lui qui va provoquer la fracture. C'est un peu un mécanisme de défense qui se retourne contre lui-même. Et attention, on ne parle pas d'une petite blessure anecdotique, hein. C'est tout simplement la fracture la plus fréquente chez les plus de 60 ans. Souvent, en plus, elle est aggravée par une certaine fragilité osseuse comme l'ostéoporose. Donc, comprendre cette blessure, c'est comprendre un véritable enjeu de santé publique. Alors entrons dans le vif du sujet, analysons le moment de l'impact. Voilà, tout commence donc par cette chute. On va décortiquer un peu la mécanique de cet impact pour bien comprendre pourquoi le poignet est si vulnérable à ce moment-là. Alors, le terme médical un peu savant, c'est fracture de l'extrémité distale du radius. Décortiquons ça. Le radius, c'est simple, c'est l'os de l'avant-bras qui est du côté du pouce. L'extrémité distale, ça veut juste dire la partie la plus éloignée du corps, donc la plus proche de la main. Et c'est précisément là que ça casse. Évidemment, les circonstances peuvent varier énormément. Pour une personne âgée, une simple glissade à la maison, une chute de sa hauteur, peut suffire. En revanche, pour quelqu'un de plus jeune, avec des os plus solides, il faudra souvent un choc bien plus violent, pensez à un accident de voiture, de moto ou une mauvaise chute en sport. Le point crucial ici, c'est que la cause nous donne déjà de précieux indices sur la gravité potentielle de la fracture. Bon, la chute a eu lieu, direction les urgences. Et là, avant même de faire la moindre radio, le médecin commence son enquête. Et c'est le poignet lui-même, par sa forme, par sa déformation, qui va livrer les tout premiers indices. Ça, c'est le signe visuel le plus classique, le plus frappant. Le fragment d'os qui est cassé, il bascule vers l'arrière, donc vers le dos de la main. Et ça donne au poignet une courbure très très particulière qui ressemble, eh bien oui, à un dos de fourchette posé sur une table. L'image est simple, mais elle est incroyablement parlante. Après avoir regardé le poignet de profil, on change d'angle. On le regarde maintenant de dessus. Et là, un autre indice saute aux yeux. La main n'est plus du tout dans l'axe de l'avant-bras. Non, elle est déviée vers l'extérieur, un peu comme une baïonnette qui serait fixée de travers au bout d'un fusil. Et cette fameuse déformation en baïonnette, elle porte un nom un peu plus technique. On l'appelle la main-botte radiale. C'est en fait la confirmation visuelle que l'os fracturé a non seulement basculé en arrière, mais qui s'est aussi déplacé sur le côté. Ok, la déformation est évidente, on la voit bien. Mais pour vraiment comprendre la fracture dans tous ses détails et surtout pour la traiter correctement, il faut pouvoir voir à l'intérieur. Et c'est là que la technologie va entrer en scène. On arrive maintenant au moment de vérité. L'œil a posé des hypothèses, mais seule la radiographie peut vraiment nous dire ce qui se trame à l'intérieur. C'est elle qui va nous donner la véritable carte d'identité de la fracture. Et ce que la radio révèle, c'est assez fascinant. Elle vient confirmer point par point ce que l'œil suspectait. On voit très clairement la bascule postérieure, celle qui crée le fameux dos de fourchette, et la translation radiale qui est à l'origine de la baïonnette. Mais la radio nous montre aussi des détails invisibles à l'œil nu, comme l'impaction, c'est-à-dire que les fragments d'os se sont un peu télescopés l'un dans l'autre, et l'inversion complète des angles naturels du poignet. Tous ces indices, pour un chirurgien, ils sont absolument cruciaux. Et ça illustre parfaitement comment un mécanisme de chute différent va produire une fracture complètement inversée. La fracture de poutre-au-col, c'est la plus courante. Mais imaginez que la chute se produise sur le dos de la main et non sur la paume. Eh bien là, le fragment d'os bascule dans l'autre sens, vers l'avant, et on a une déformation inverse, en ventre de fourchette. Bon, maintenant que le diagnostic est posé, qu'on sait exactement à quoi on a affaire, l'objectif est clair, il faut remettre tous ces fragments osseux dans leur position d'origine. Voyons comment on s'y prend. C'est une procédure vraiment délicate, presque une sorte de chorégraphie manuelle. Chaque geste a un but bien précis. D'abord, la traction, pour décoincer les os et se donner un peu de jeu. Ensuite, la flexion, pour corriger la bascule. Puis l'inclinaison, pour corriger la translation latérale. Et une fois que tout est parfaitement aligné, on applique le plâtre, qui va agir comme un gardien pour s'assurer que rien ne bouge pendant la guérison. Maintenant, si la fracture est trop instable, trop complexe pour qu'un simple plâtre suffise, on passe à la chirurgie. Il y a plusieurs options. Les broches, c'est une solution assez peu invasive. La plaque vissée, elle, offre une fixation très solide, très stable.
Et puis, il y a le fixateur externe qu'on réserve aux cas les plus graves, les fractures très éclatées. Ça agit un peu comme un échafaudage extérieur le temps que l'os se reconstruise. L'os est remis en place, stabilisé, mais l'histoire n'est pas encore terminée. Loin de là. Maintenant commence la longue route de la guérison, avec son propre calendrier et parfois ses propres défis. C'est à peu près la durée standard pendant laquelle le corps va travailler à créer ce qu'on appelle un cal osseux, une sorte de ciment naturel pour ressouder la fracture. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tout est fini au bout de 2 mois. La rééducation qui suit est tout aussi essentielle pour retrouver force et mobilité. Voilà une des complications les plus redoutées et malheureusement assez fréquentes. C'est l'algodystrophie. En gros, c'est une réaction inflammatoire complètement anormale du corps. Ça commence souvent par une phase chaude, très douloureuse, avec un poignet gonflé et chaud, puis ça peut évoluer vers une phase froide où la rigidité s'installe. Une prise en charge rapide est vraiment cruciale pour éviter ça. Et la surveillance ne s'arrête pas là, non. Il faut régulièrement vérifier avec des radios que la fracture ne bouge pas à l'intérieur du plâtre. Parce que si l'os guérit dans une mauvaise position, on obtient ce qu'on appelle un cal vicieux qui peut laisser une déformation permanente. Et enfin, il y a l'ennemi numéro 1 après n'importe quelle immobilisation, la raideur. Et contre ça, il n'y a pas de secret, il faut une rééducation patiente et rigoureuse. Au final, cette histoire d'un poignet cassé, c'est bien plus qu'un simple accident. C'est une sorte de rappel. Un rappel de la fragilité de notre squelette, oui, mais aussi de l'importance capitale de la prévention des chutes, surtout en vieillissant. Et puis c'est aussi un témoignage de la capacité assez incroyable du corps à se réparer, à guérir. C'est une leçon de biologie qui, au fond, nous concerne absolument tous.